Paris, 5h30 du matin. Des policiers en voiture patrouillent dans les rues quasi désertes. Leur mission, interpeller des délinquants qui ont pris pour cible des passagers qui, de retour d'une soirée bien arrosée, se sont endormis dans le métro au petit matin. Des victimes idéales et inoffensives. Les victimes potentielles, ce sont des gens qui se sont endormis sur les quais après des soirées souvent difficiles. Donc là, on va partir sur nos points d'accès habituels, je dirais, nos points de chasse habituels. En attendant que le vidéopatrouilleur à la salle nous communique ses premières informations. Le vidéopatrouilleur, c'est cet agent. Il est basé dans ce PC vidéo situé 20 mètres plus bas dans les sous-sols du métro. Installé dans une salle sécurisée, ce PC est équipé de centaines de caméras qui peuvent scruter l'ensemble des couloirs et des quais du métro. Et ce matin, le vidéopatrouilleur vient justement de repérer le manège un peu étrange de deux individus. Les deux de Bastille sont descendus à République. Deux jeunes viennent de sortir d'un wagon de queue. Ils ont repéré sur le quai un homme endormi assis sur un fauteuil. L'un des inconnus se dirige vers les caméras de surveillance tandis que son complice s'assoit près du voyageur. Une proie facile qui est loin d'imaginer ce qui va lui arriver. Relié en permanence par téléphone avec ses collègues en voiture, l'agent de la vidéosurveillance leur donne un signalement précis des deux hommes. Il a un jean avec un trou au niveau du genou gauche, d'accord, et basket noire. Le deuxième, il a un blouson noir, d'accord, il a un jean et il a un sac à bandoulière. Ouais, il doit avoir un sweat à capuche gris dessous. Dans la voiture, l'agent en liaison avec le PC vidéo transmet les infos à ses collègues. Deux hennas. Un, blouson noir à capuche, d'accord, Ouais. L'autre, blouson noir, liseré blanc, sweat gris. Les deux suspects dont ils viennent d'obtenir le signalement sont des pickpockets du métro. Des voleurs particulièrement méfiants, habitués à disparaître très vite une fois leur forfait commis. Les policiers doivent être prêts à réagir en quelques secondes. Mais ils savent qu'ils ne peuvent intervenir qu'en flagrant délit. Ils doivent être sûrs que les pickpockets ont commis un vol et n'interviendront que lorsque l'agent basé au PC vidéo leur donnera un feu vert. Dans les sous-sols du métro, l'affaire commence à prendre tournure. Après un long moment d'hésitation, l'homme assis à côté de la personne endormie se lance enfin. Ouais, il est en train de palper là. Il est en train de palper. L'information est immédiatement transmise. C'est le signal du top départ. Bastille, ligne 8, direction Ballard, deux hennas, un endormi, palpation. Il s'agit maintenant pour les policiers de se rendre le plus rapidement possible sur le secteur du vol pour arrêter les deux pickpockets. Le deuxième se rapproche, nous on va se rapprocher. C'est ceux qu'on a vus là-bas. C'est en queue de rame, tu confirmes? Viens, on se rapproche. Apparemment, les voleurs sont toujours en plein travail. Les policiers doivent intervenir avant qu'ils disparaissent dans une rame du métro. Ça palpe. Sentiment d'insécurité des voyageurs, bagarres, bus caillassés. Selon un sondage récent, un voyageur sur deux se sent en insécurité dans les transports en commun. En 2012, plus de 11 000 faits de violence ont été commis dans le métro et le RER, soit 30 agressions par jour. Lui est auteur de vol commis sous la menace d'une arme, voilà, d'extorsion sous la menace d'une arme, une arme à feu. Au premier rang de ces atteintes contre les personnes, les vols commis par des pickpockets qui ont toutes les audaces. On voit bien le vieux qui dit aux jeunes d'attendre, le vieux qui y va et qui va essayer de faire la poche extérieure là, à droite de l'homme qui passe. Mais les services de la RATP et de la SNCF enregistrent de plus en plus de violences sauvages, commises avec des armes faites pour tuer. Ça ressemble à un couteau de Rambo, sauf que c'est gigantesque, ça fait 50 cm de long. On ne sait jamais qui on a en face de nous, on ne sait pas s'ils n'ont pas un couteau, on ne sait pas s'ils ont un pistolet. Des violences souvent gratuites, comme ici sur cette vidéo, où un inconnu s'apprête à poignarder une personne âgée. Ils voulaient sûrement me tuer, c'est tout. Des agressions qui sont souvent l'œuvre de bandes organisées, qui n'hésitent pas à commettre de véritables raids dans les transports en commun. Ouais, demande de soutien rapide à la gare du Nord. Écartez-vous, voilà. Dans certaines banlieues, des secteurs sont devenus des zones de non-droit, que les chauffeurs de bus n'osent plus traverser. Pourquoi vous n'allez plus à l'intérieur du lutte? On n'a pas envie de faire marre de. On n'est pas des bêtes de boucherie, donc on n'y va pas. Pour mettre un frein à cette délinquance, les services de police sont organisés en équipes spécialisées. Ça envoie plusieurs plots en caoutchouc. En général, ça dissuade, ça fait mal. Châtelet, là, A, arme de poing. Pour ces agents mobilisés 24 heures sur 24, les caméras de surveillance du métro sont devenues de véritables GPS.
Si l'individu descend à plusieurs stations, reprend différentes rames, effectivement, il peut passer sous une trentaine de caméras, je vais dire. Mais un autre fléau gangrène aujourd'hui les transports en commun. 400 millions d'euros, c'est ce que coûte chaque année la fraude à la SNCF et la RATP. Absence de tickets, défaut de compostage. En matière de fraude, les usagers n'hésitent même plus à assumer leurs pratiques au grand jour. Est-ce que ça vous arrive de prendre le métro sans payer? Tout à fait, ça m'est arrivé quelques fois. Ouais. Certains se sont même organisés en réseaux sociaux pour échapper au contrôle. Les gens s'abonnent à mon compte, et ils m'envoient une information comme quoi ils ont vu des contrôleurs, et moi je la répète à toutes les personnes qui sont abonnées à moi, donc du coup ils peuvent avoir l'information en temps réel. D'autres fraudeurs n'hésitent pas à aller beaucoup plus loin en créant de véritables mutuelles clandestines destinées à rembourser les amendes. Je vais te trouver un pseudo, une adresse mail un petit peu plus confidentielle. Ouais. Pourquoi? Pas dire. Enfin, franchement, tu es. Enquête sur la face cachée des transports en commun. Un état des lieux, comme vous ne l'avez jamais vu. Retour avec la brigade des réseaux ferrés qui est sur le point d'interpeller 2 pickpockets dans le métro parisien. Les 2 premiers ont palpé 2 fois sur Grand Boulevard, ils sont revenus, ils sont à République, ils sont revenus sur le secteur. Pour les policiers, il faut agir vite. Chaque seconde compte et peut être déterminante dans l'interpellation ou la fuite des malfaiteurs qui ont l'habitude de ne pas traîner sur le lieu de leur vol. Mais arrivés à la station Bastille, les voleurs ont disparu. Sur le quai désert, il ne reste que la victime toujours assise au même endroit. Bonjour monsieur. Ils ont voulu? Ouais. D'accord. D'accord. Ok, donc on est avec le monsieur, ils ont essayé presque, mais ils n'ont pas réussi, le monsieur s'en est aperçu. D'accord, je te laisse sur eux. Ok, ça marche, on remonte. Merci monsieur, bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir. Entre-temps, l'agent du PC vidéo vient de repérer un nouveau pickpocket, à la station Monceau cette fois-ci. Lui, il tourne à côté. Sur le quai presque désert, un pickpocket vient de repérer une proie potentielle. Un passager endormi qui ne voit rien de ce qui se passe autour de lui. J'ai un Nord-Africain qui passe là, sur mon dormant. Là, il palpe. Oh putain. Ouais, on voit bien qu'il lui a sorti son portefeuille. Immédiatement, l'alerte est donnée. Il ne faut pas perdre un instant. L'inconnu est déjà debout et s'apprête à disparaître dans une rame. Pour les policiers en surface, il va falloir cette fois-ci effectuer une filature guidée par téléphone. Grâce aux caméras, la fonctionnaire du PC vidéo va servir de GPS à ses collègues. Elle vient de donner un signalement précis du pickpocket. Nord-africain, donc pantalon beige, blouson quelle couleur? Kaki, c'est ça que tu m'as dit? Ok, kaki foncé, pantalon beige. L'inconnu a pris la direction de la station Nation. Les policiers doivent absolument arriver sur le quai avant qu'il ne descende de la rame pour pouvoir l'interpeller. Ligne 2, direction Nation, le mec il a pris, d'accord? Il a pris la rame. Donc la station d'après c'est quoi? C'est quoi? Villiers, la station d'après c'est Villiers. Donc essaye d'anticiper sur une ou 2 stations, on va le péter. Le chef de patrouille décide de mettre directement le cap vers la station Place de Clichy afin de prendre un maximum d'avance. Les mecs, faut le choper avant Saint-Lazare, fonce. Parce que Saint-Lazare, c'est une toile d'araignée. Hein. Tu peux pas faire arrêter la rame, non? C'est pas possible, c'est pas dans ta possibilité? D'accord, ok. Réponse négative de l'agent du PC vidéo. Impossible de demander au conducteur de stopper la rame en pleine voie pour laisser le temps aux policiers d'arriver. Il faut encore accélérer pour être sur place avant que le métro n'entre en station. On arrive à Place de Clichy. La rame est-elle arrivée à Place de Clichy? Pas encore, c'est bon. C'est bon les mecs, la rame va arriver. Individu foncé de peau, blouson kaki, pantalon beige. Le mec il a pris, c'est aussi. Allez les mecs. Coup de chance, la rame vient d'entrer en station. Les policiers ont demandé à leurs collègues du PC vidéo de contacter le conducteur pour lui dire d'immobiliser son train et de bloquer les portes pour empêcher toute fuite du voleur. Il faut maintenant identifier l'individu parmi les passagers. Attends, mais c'est pas vrai quoi, ça fait 2 fois qu'on passe devant. Ah, ouais mais son truc c'est un blouson court ou un blouson long? Le pickpocket vient d'être repéré dans un wagon. C'est bon, on l'a. Oui. Le petit avec le blouson gris, la bouteille, on va le sortir lui. On va monter à Prisca. Prisca, je vais t'en montrer. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Ouvrez, s'il vous plaît. Merci, monsieur. On va t'en sortir un géant. Tu vas me dire si c'est du géant.
viens pas avec lui. Regarde, c'est bon, affirmatif, clic-clac. C'est bon, tu vois. Le deuxième. Et on en a. C'est bon, c'est confirmé pour lui. Ouais, attends, je regarde nos rames. Clic-clac, les mecs, clic-clac. Les deux, Sandrine. En plus de l'homme à la bouteille, un deuxième individu a été interpellé. Le chef du patrouille lui demande de se mettre face à la caméra de vidéosurveillance pour qu'il soit identifié par le poste. Regarde-le. Réponds-moi déjà pour monsieur. Est-ce que c'est lui ou pas? Non, d'accord, monsieur n'a rien à voir. Ok, ça marche. Monsieur, au revoir, merci. Réponse négative du PC vidéo, l'homme est relâché. Menotté, le pickpocket est conduit au poste de police. Lors d'une première fouille dans le métro, rien n'a été retrouvé sur lui. Mais arrivé au commissariat, les policiers, par mesure de précaution, préfèrent s'assurer qu'il n'a pas tenté de cacher quelque chose dans la voiture. Qu'est-ce que vous cherchez, Regarde s'il s'est pas délesté d'objets. Des fois ça arrive, des trucs qui auraient pu passer inaperçus à la palpation, puisque la palpation ne nous permet pas forcément de tout repérer. Ça marche. Et donc les gars se délaissent de divers objets comme ça pendant le transport. Vas-y. Donc il arrive fréquemment de trouver ou de l'argent ou des choses comme ça assez fines qu'on sent pas forcément à la palpation, quoi. Bonne pioche, les policiers finissent par trouver quelque chose. On a trouvé ça. Le pickpocket n'a apparemment volé qu'un ticket restaurant à sa victime, un maigre butin. Et c'est ce qu'il a volé? Ça appartenait à la victime, donc c'est ce qu'il a volé. Voilà. 4,60 € de ticket restaurant. Mais aux caméras, donc a priori, le vidéopatrouilleur a repéré le vol, a constaté que la victime se faisait dérober son portefeuille. Les policiers ne parviendront pas à retrouver le portefeuille de la victime dont le pickpocket s'est probablement débarrassé avant son arrestation. Mais le vol d'un simple ticket restaurant est suffisant pour déclencher une procédure. Voilà ce qu'on a de l'objet du vol, quoi. C'est maigre, mais ça nous suffit largement. Voilà. En matière judiciaire, le vol peut entraîner une peine allant jusqu'à 3 ans de prison. Le fait que le délit soit commis dans un lieu affecté au transport collectif constitue une circonstance aggravante qui peut augmenter cette peine de 4 ans. Les atteintes contre les usagers des transports sont de plus en plus fréquentes. Pour faire face à cette délinquance, la brigade des réseaux ferrés de la préfecture de police de Paris dispose de 1800 hommes répartis dans différentes unités qui ont toutes leurs spécialités. On va faire l'appel. Parmi ces unités, la brigade anticriminalité est chargée des interpellations en flagrant délit. Un travail d'équipe qui demande une extrême mobilité de la part des fonctionnaires et une véritable organisation. Pour ces policiers, il faut voir sans être vu. Leur premier objectif est de se fondre dans la foule des voyageurs. On ne le sait pas toujours, mais il arrive souvent qu'un passager au look parfaitement banal soit un policier en pleine filature ou en repérage. Vous grimez souvent, vous changez d'habit pour pas être reconnu, comment vous faites? On est obligé, ça dépend des secteurs. Ouais. Si on va sur le secteur de la défense, on va être plus en chaussures de ville, en costume. Si on va sur le secteur sur le nord de Paris, on va être un peu plus décontracté. La patrouille de 4 hommes vient de partir en chasse. Son objectif, repérer et interpeller les pickpockets qui pullulent sur certaines lignes. À peine arrivés dans le hall de la gare de Lyon, les policiers se séparent et disparaissent dans le flot des voyageurs. Ils sont reliés en permanence par téléphone. Allô? Oui, je suis sur le terrain. Oui. Quelques secondes plus tard, ils se retrouvent dans un wagon et font comme s'ils ne se connaissaient pas. Seule technique efficace pour surprendre les pickpockets en flagrant délit. Des voleurs qui savent qu'ils peuvent compter sur l'imprudence de nombreux usagers. Et justement, au pied d'un des policiers, un voyageur a posé sa sacoche, d'où dépasse un portefeuille. J'ai l'exemple d'un portefeuille qui n'est pas bien compliqué à prendre. Il suffit juste d'avoir une veste sur le bras ou un objet quand le monsieur va lever. Passer la main sur la veste et voilà, mettre la main dedans, c'est presque faire. Alors que les policiers poursuivent leur patrouille, les caméras de surveillance du PC vidéo enregistrent depuis quelques minutes le manège un peu bizarre d'un drôle d'individu. À la station Château-Rouge, un homme observe le va-et-vient des voyageurs qui se dirigent vers l'entrée du métro et s'apprête à franchir les tourniquets. Il guette l'arrivée d'un voyageur qu'il pourrait facilement détrousser.
Là, c'est simplement le fait de profiter du passage des victimes au tripode. Et des victimes qui sont plus occupées à chercher leur titre de transport, à le valider, à passer le tourniquet, chose qui n'est pas évidente pour certains quand ils sont encombrés de bagages, de sacoches, etc. Et là, le voleur se colle derrière la victime et avec plus ou moins d'habileté, réussit à lui faire les poches. Donc, ce qui est plus accessible, les poches extérieures de manteau, avec un peu de chance, la poche derrière du jean. Le pickpocket vient de repérer sa proie, un jeune homme qui entre dans la station avec un écouteur sur les oreilles. Au moment où il passe le tourniquet, le voleur s'engage derrière lui et lui subtilise son téléphone. C'est seulement après avoir fait quelques pas que le jeune homme se rend compte qu'il vient d'être victime d'un vol. Pendant ce temps, l'inconnu a disparu. Il s'apprête à quitter la bouche de métro par la sortie. Mais une équipe de la BAC va intervenir. L'agent du PC vidéo vient de donner à ses collègues le signalement de l'individu. Il porte une doudoune et des chaussures de sport. Doudoune matelassée verte, vert kaki. Basket blanche. Les policiers ont repéré l'individu qui s'apprête à traverser une rue. Tout va très vite. En quelques secondes, le pickpocket est maîtrisé puis menotté. Ouais, allez, lève-toi. Je t'en dit, je bouge pas, oui ou non? Lève-toi. Je t'en dit, c'est bon, je bouge pas. Hey, reprends-toi encore, je t'en dit, je bouge pas. C'est bon là, on ta bouche un peu là. Ne parle pas comme ça. Conduit dans un premier temps dans un local de la RATP, le pickpocket est fouillé. Les policiers lui ont retiré ses menottes. L'individu profite alors d'un moment d'inattention des fonctionnaires pour avaler un médicament. T'as mis quoi dans ta bouche? T'as mis quoi dans ta bouche, je te dis? Crache. Crache. Crache en avant, crache en avant. Crache. Crache. Crache que t'as mis dans ta bouche. Crache que t'as mis. Crache. Crache. J'ai rien, je peux rien cracher. Il a avalé. Tant pis pour toi. J'ai avalé un Rivotril. Un Rivotril, je l'avais dans la bouche. Le Rivotril, un somnifère surpuissant qui risque de l'endormir et de compliquer le travail des policiers dans la garde à vue qui va suivre. Qu'est-ce qu'il s'est mis dans la bouche? Il a mis un cachet de Rivotril en fait. Le problème c'est que nous on est relativement vigilants par rapport à ça parce que des fois ils avalent pas que un cachet de Rivotril. Ils peuvent avaler des lames de rasoir ou des clés et ensuite ça ennuie les collègues qui traitent la procédure derrière. Durant son transfert au commissariat, les policiers ont pu obtenir des renseignements sur le pickpocket. L'homme a été arrêté quelques semaines plus tôt pour des faits similaires. Il habite dans le quartier de Barbès et prétend être totalement innocent du vol, malgré la preuve accablante de la vidéo. T'es là pourquoi? Tu es là pourquoi? Ça veut dire quoi? Je suis chez moi à Barbès, on fait ce qu'on veut à Barbès. Cela dit, ça t'autorise pas à voler à Barbès, à Château-Rouge, ça t'autorise à voler nulle part sur le territoire français. D'accord? À l'issue de sa garde à vue, le pickpocket sera condamné à une peine de prison avec sursis. Mais les voleurs du métro ne sont pas toujours des adultes aguerris capables de tenir tête aux policiers. Des pickpockets de plus en plus jeunes sévissent aujourd'hui dans les transports en commun. Ce sont souvent de très jeunes filles, les policiers les appellent les Amidovic. Les Amidovic, quand elles sont sur les quais et que la rame arrive à quai, elles scrutent les touristes, mais elles scrutent aussi l'intérieur des rames pour savoir si on est là ou pas. Fehim Avidovic, un nom connu, celui du chef du réseau. Arrêté en 2010, ce Roumain a été condamné en mai dernier à 7 ans de prison. Mais depuis son arrestation, d'autres chefs ont pris la relève et continuent à faire travailler les enfants. Et justement, les policiers viennent d'être appelés pour une tentative de vol à la station Hôtel de Ville. Une jeune Roumaine vient de tenter de dérober le portefeuille d'un voyageur. La victime, c'est ce touriste australien. Alors qu'il était debout dans un wagon, il ne s'est pas rendu compte que plusieurs jeunes filles se rapprochaient de lui. Quand je suis monté dans le wagon, j'ai senti quelqu'un qui palpait ma poche. C'était là qu'était mon portefeuille. Quand j'ai entendu l'annonce qu'il y avait des pickpockets et qu'il fallait faire attention, j'ai pris mon portefeuille et je l'ai mis dans mon sac. C'est une de ces filles ? Oui, c'est une de ces gamines, mais difficile de dire laquelle. Les policiers ont interpellé le groupe de jeunes roumaines parmi lesquelles se trouve la pickpocket qui a tenté de dérober le portefeuille aux touristes. Toutes portent un sac en bandoulière qu'elles utilisent pour cacher leurs gestes quand elles approchent leurs mains de leurs victimes pour subtiliser leur portefeuille ou leur portable. Elle repère tous les touristes, à la montée ça monte, les sacs en avant, les mains dessous.
et ça essaye de travailler, d'ouvrir les poches. Le touriste australien a décidé de ne pas porter plainte. Les policiers n'ont pas d'autre choix que de raccompagner les jeunes pickpockets jusqu'à la sortie et de les laisser partir. Je veux plus vous revoir sur la ligne 1, ok? La traque aux petites voleuses est devenue une routine pour les policiers. Alors chez eux, pointe parfois un peu de lassitude. Vous avez quel âge ces jeunes filles? Selon elles ont toutes 12 ou 13 ans, pas plus. Mais bon, moi ça fait 4 ans que je suis à la BAC, ça fait 4 ans que je les vois avoir toujours 12 ou 13 ans et c'est toujours les mêmes qui reviennent. Donc je pense qu'elles ont toujours un peu plus. Elles ont au moins 17-18 ans. Les jeunes voleuses connaissent bien la loi. Et si elles affirment toujours avoir moins de 13 ans, c'est parce qu'elles savent que jusqu'à cet âge, elles ne peuvent pas faire l'objet de poursuites pénales et qu'elles seront relâchées systématiquement. Mais la journée n'est pas terminée pour les policiers. Moins d'une heure plus tard, ce sont cette fois 2 jeunes pickpockets roumains qu'ils interpellent à la station Chaussée-Lantin-Lafayette. Les 2 ados n'ont aucun papier d'identité sur eux. Les policiers leur demandent leur âge, tout en sachant pertinemment qu'ils ne leur diront pas la vérité et prétendront encore avoir moins de 13 ans. Quel âge? T'as 12 ans toi? Leur victime, c'est cette jeune femme. Les voleurs lui ont pris son téléphone portable dans sa poche alors qu'elle marchait dans les couloirs du métro. Vous arriviez de là? Oui, de là. En fait, ils étaient là, ils attendaient. Et quand vous êtes venus vers nous... J'ai vu qu'ils me regardaient, mais je suis passée en vitesse et je l'avais dans ma poche, je ne l'ai pas sorti et j'ai vraiment rien senti. Pris sur le fait, les 2 ados sont conduits au poste de police. On se rend au commissariat, vous prenez même le métro? Oui, ça va plus vite que d'attendre un véhicule de conduite. Parfois, là, on va se rendre tout à côté. Ça sert à rien d'attendre un véhicule qui va être pris dans la circulation et tout. Donc, on prend le métro, eux, ils bougeront pas plus que ça, et puis voilà, ça va plus vite. Juste pour un gain de temps, en fait. Si les policiers ont choisi d'utiliser le métro, c'est aussi parce que le trafic voyageur est calme à cette heure de la journée. En pleine heure d'affluence, ils n'auraient pas hésité à utiliser un véhicule du service. La victime a décidé de déposer plainte, mais sans papier d'identité, difficile pour les policiers d'établir l'âge exact des 2 jeunes roumains. Ils n'ont pas de pièce d'identité et ils disent qu'ils ont 12 ans. Et ils disent être mineurs, donc après ils seront présentés certainement à un juge des enfants. Donc on verra bien. Dans votre expérience, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, ils seront certainement suivis, ils vont bénéficier d'un suivi judiciaire et puis voilà. Ils seront relâchés? Peut-être, ou peut-être pas. On verra bien, ça va dépendre de leurs antécédents. Ils peuvent être placés en foyer si on n'arrive pas à contacter leurs parents, enfin voilà. Des jeunes Roms qui font les pickpockets comme eux, les policiers l'interpellent tous les jours dans le métro parisien. La RATP a enregistré pour l'année 2012 une hausse de 18% des vols à la tire par rapport à 2011. Si dans la majorité des cas, les cibles des policiers sont de jeunes délinquants qui opposent rarement une grande résistance, il arrive aussi que les agents de la BRF soient confrontés à des individus beaucoup plus dangereux et imprévisibles. Comme par exemple l'interpellation de l'auteur d'une agression sauvage qui s'est produite le jour de notre tournage sous l'œil de nos caméras. Une interpellation, vous allez le voir, à laquelle les policiers n'étaient pas préparés. Gare du Nord, un quartier populaire de la capitale. Ici, à partir d'une certaine heure de la soirée, des jeunes souvent éméchés et un peu paumés traînent sans but précis et se rassemblent aux alentours du parvis. Il est 22h. Une équipe de la BAC du métro, contactée par le commissariat, vient de recevoir la consigne de se diriger vers le parvis de la gare. Un individu particulièrement violent traînerait dans le secteur. Il aurait déjà tenté de frapper quelqu'un avec une arme. Les nombreux témoins auraient parlé d'un gigantesque couteau. Il est là! Le gros à droite, attention, il a son couteau. Dans quelques instants, sur D8, vous allez voir que les hommes de la brigade des réseaux ferrés sont confrontés à des agressions de plus en plus sauvages, commises avec des armes faites pour tuer. Demande de soutien rapide à la Gare du Nord, suite à une agression avec une arme blanche. Des agressions dont les auteurs n'hésitent pas à commettre des violences gratuites sur des personnes particulièrement vulnérables. Il a levé le couteau comme ça, il me menaçait. Il voulait sûrement me tuer, c'est tout. Il est 22h. Une équipe de la BAC du métro, contactée par le commissariat, vient de recevoir la consigne de se diriger vers le parvis de la gare. Un individu particulièrement violent traînerait dans le secteur. Il aurait déjà tenté de frapper quelqu'un avec une arme. Les nombreux témoins auraient parlé d'un gigantesque couteau.
Il est là. Le gros à droite, attention, il a son couteau. C'est lui là, le gros. Le gros. Hop, bouge pas, police. Enlève la main. Police! Couche-toi, couche-toi, couche-toi. Mets tes mains dans le dos, couche-toi. Mets tes mains dans le dos. Attention. Les policiers viennent de plaquer au sol un colosse au crâne rasé. Immédiatement, un attroupement s'est formé autour de la bagarre. Les hommes de la BAC ne sont que 3 et ne savent pas à qui ils ont affaire. Écartez-vous, écartez-vous. Il est où là? Écartez-vous, écartez-vous. Écartez-vous! Allongé à plat ventre, l'homme est fouillé. Les policiers savent qu'il cache une arme sous son blouson. Le couteau, il est où? Ici, au-dessous. Ça. Au-dessous de moi. Écarte-toi. Vas-y. Tu le mets dans tes... Tu le mets avec toi. Les policiers viennent de mettre la main sur un sabre d'une 60aine de centimètres que le colosse vient d'utiliser pour frapper un passant. Ouais, demande de soutien rapide à Gare du Nord en extérieur face au McDonald's. C'est suite à une agression avec une arme blanche. La personne agressée, c'est cet homme qui porte une entaille au niveau de l'arcade sourcilière. C'est vous là. C'est cool. C'est bon, monsieur, c'est bon. Je rentre. On s'écarte. Oui. On s'écarte. Alors que l'attroupement est disséminé par des gardiens de la paix, l'agresseur est conduit dans un local de la police dans le hall de la Gare du Nord. Sur le trajet, il accuse la victime qu'il vient de frapper avec un sabre de lui avoir volé un sac. Fils de pute, on m'envole mon sac. Dans la salle du commissariat, l'agresseur est installé sur un banc. Assis à quelques mètres en face de lui, la victime qu'il vient de balafrer attend pour témoigner. L'homme au sabre est d'origine polonaise. Il parle très mal le français. Malgré la présence des policiers, il n'hésite pas à menacer celui qu'il a déjà agressé. Ok, moment. Adios amigos, moment. Excédé par les menaces du Polonais, un policier lui ordonne de se taire. Regarde-moi. Je veux plus t'entendre. Ok. Terminé. Tu restes là. Pendant ce temps, la victime est interrogée par l'un des policiers. Racontez-moi tout ce qui s'est passé, dans les grandes lignes. C'est lui, il est parlé au la sac. Où la sac. C'est moi, il n'y a pas sac. C'est moi, drink une bouteille de vin, une collègue. Il n'y a pas de sac, nous connaît lui. D'accord. Et vous êtes un peu bagarré et lui tout de suite il a sorti le couteau? Il a mis le couteau. Là, montre. Là sur le ventre aussi? Oui, là non problème ici. Là, ici. Ici. Et là. Dans la salle d'à côté, l'un des auteurs de l'interpellation explique à son chef d'équipe le déroulement de l'agression. Il y a des témoins qui nous disent que l'agresseur est parti côté parvis. On le retrouve, on l'interpelle. Il avait encore le couteau, il continue à l'exhiber. Une fois qu'il l'avait rentré dans la ceinture, on l'a interpellé. Et la victime, elle est consciente, elle a une plaie une dizaine de centimètres sur le front. Vu la gravité des faits, l'agresseur doit être conduit au bureau central de la BAC pour être entendu. Direction l'Évangile, le surnom que les policiers ont donné à leur quartier général. La BAC 609 à bord de la TV 280 se rend à Évangile avec un interpellé. La situation est critique pour le Polonais. L'utilisation d'un sabre contre sa victime peut lui valoir une mise en examen pour violence volontaire avec arme. Il se rend pas compte de l'acte qu'il a fait? Non, je pense pas. Hein. Pour lui, il a un papier soi-disant pour détenir son arme, donc bon, ça m'étonnerait. Hein. Au pire, il l'a acheté aujourd'hui et effectivement, il a sa facture fera office de. Il peut le transporter chez lui s'il l'a acheté, mais s'en servir, voilà. Il a tout faux. Un peu plus loin, dans un bureau, des policiers découvrent l'arme qui a servi à l'agression. Le fourreau du sabre est équipé de 2 étuis, destinés à accueillir des couteaux de lancer. Ça c'est super piquant. C'est rare de voir ce genre d'armes se promener. Comme ça, quand même, ouais. Exceptionnel, surtout que là c'est vraiment piquant et dangereux. L'enquête démontrera plus tard que le sabre a été acheté dans une armurerie parisienne. Une arme que l'on peut détenir chez soi, mais que l'on ne peut en aucun cas transporter dans la rue. Sorti de sa cellule, l'individu a été conduit dans une salle où il doit subir un test d'alcoolémie. Tu connais?
Non. Ça, tu souffles dedans. Apparemment, l'homme sait qu'il a beaucoup bu. Il demande à pouvoir boire de l'eau. Il pense ainsi faire baisser le taux d'alcool dans son sang. Donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Mais après, t'en auras, c'est bon là. Ils vont pas donner. Je suis sûr qu'ils vont pas donner. Bah si, mais c'est moi qui vais te Ça donner. fait depuis 30 minutes qu'ils me disent tu vas voir de l'eau. Allez, vas-y, souffle. C'est parti, vas-y, souffle. Souffle. Continue. Continue encore, continue. Stop, vas-y, c'est bon, arrête. 0. J'avais contrôle du 0, il me dit 0. Patienter. Ah ouais, d'accord, ok. Contrôle 0, ouais, non. Mais l'appareil ne fonctionne pas. Dépité, le policier remet le test à plus tard. En attendant d'être placé en garde à vue, le Polonais est mis à l'isolement dans une salle. Entre-temps, une deuxième victime est arrivée. Elle est d'origine roumaine et se trouvait juste à côté de la personne qui a été blessée à la tête. Prise à partie, elle aussi, elle a évité un coup de sabre par miracle. Un traducteur est à ses côtés pour l'assister. Les policiers veulent savoir dans quelles circonstances précises l'agresseur a utilisé son arme afin de définir s'il y a eu ou non préméditation. Quand l'individu est arrivé devant lui, est-ce qu'il voit, il a l'intention de le taper, il le sort et il lui met un coup? Ou est-ce qu'il l'avait déjà à la main? Ou est-ce qu'il est arrivé, il l'avait déjà? Il a commencé à faire à gauche, à droite, et il m'a frappé. Il faisait plusieurs gestes en gauche. Apparemment, l'agresseur a bien sorti délibérément son arme de fourreau pour frapper ses victimes. Il y a donc eu préméditation. L'enquête est en train de basculer. Les policiers ne sont plus face à un classique dossier d'agression. Ils sont désormais confrontés à une affaire beaucoup plus grave. L'un des policiers contacte le parquet par téléphone pour confirmer cette information qui a un sens capital. La mise en examen de l'agresseur pour violence volontaire avec arme pourrait être requalifiée en tentative d'homicide volontaire. L'homme risquerait alors la cour d'assises. Quelques minutes plus tard, le parquet fait connaître sa décision. Grande nouvelle, c'est requalifié par le parquet en tentative d'homicide volontaire. Donc voilà. Par contre, nous, sur notre présentation, on laisse en violence volontaire avec arme. Et c'est après que c'est requalifié par le parquet. Ok. Stéphane, c'est rare d'avoir des affaires de tentative d'homicide dans notre brigade à la BAC à la BAC, c'est pas tous les jours qu'on fait ça. C'est pas tous les jours. Notre première mission, c'est surtout la lutte contre les vols. Donc tentative d'homicide volontaire, là, c'est moi pour ma part, c'est la première fois. Ça s'explique comment? La requalification des faits, parce qu'il a porté tout simplement un coup de sa machette directement au niveau du visage, donc c'est une partie létale. Donc le parquet estime que c'est une tentative d'homicide volontaire en fait. L'homme risque plusieurs années de prison. Compte tenu de la gravité des faits, les policiers vont devoir retourner sur le terrain pour obtenir de nouvelles informations destinées à compléter le dossier d'enquête. Bah là, en compagnie des enquêteurs, on va retourner sur les lieux des faits et ils vont essayer de recueillir, faire des constatations, des éventuelles traces de sang, retrouver des témoins s'il y en a encore. Et puis voilà, quoi, recueillir tous les indices nécessaires à l'enquête. Le policier va guider un de ses collègues spécialisé dans les investigations de ce type. Il faut maintenant déterminer le lieu exact où a démarré l'altercation, définir l'itinéraire des différents protagonistes, relever la moindre trace, le moindre indice qui permettra de compléter l'enquête. C'est là. Mais la tâche s'annonce difficile. La bagarre s'est déroulée à l'extérieur de la gare et les conditions météo risquent de ne pas faciliter la tâche des policiers. On essaie de trouver des traces de sang dues au coup au coup qui a été porté avec l'arme, le sang de la victime, pour nous confirmer ne serait-ce que l'endroit à 100% des lieux de violence. Mais bon, malheureusement avec la pluie qu'il y a eu lieu entre deux, il y a pas mal de traces qui ont pu être effacées. Donc on va relever un maximum de caméras aux alentours pour essayer d'avoir une visualisation de la scène par le biais des vidéos. Nous, dans le service de la BRF, on a cet avantage-là, c'est que tout le réseau est filmé, enfin du moins une bonne partie. Donc ça permet justement de venir confirmer les faits de la victime que l'auteur pourrait nier. Mais le travail des policiers ne s'arrête pas là. Il leur faut aussi prendre des repères très précis afin de pouvoir apporter un maximum d'éléments au magistrat qui sera chargé d'instruire l'affaire.
Et donc maintenant on va faire quelques clichés photos pour monter un plan des lieux pour situer au maximum les lieux en cas de reconstitution si besoin et pour nécessiter de l'enquête selon les besoins du magistrat. Dernière tâche des enquêteurs, tenter de retrouver dans le quartier des témoins qui pourront compléter leurs informations. Messieurs, bonsoir. Je sais qu'il y avait quelqu'un d'ici tout à l'heure qui était là quand le monsieur il a pris un coup de sable là. C'était vous je crois qui était là. Vous avez vu ce qui s'est passé ou pas? Je sais pas, pendant le sortie j'ai vu. Vous avez vu quoi vous avez vu quoi C'est un collègue à moi ça. D'accord. Est-ce que ça vous dérange que je prenne vos coordonnées, monsieur? Et si besoin, on vous appelle. C'est pas forcément. Montrer quelqu'un après, moi j'ai pris rendez-vous pour moi. C'est ça. Moi tout le temps ici. Oui, mais après, nous, personne ne saura que c'est vous. Hein. Ça restera juste pour nous. Hein. Vous ne demanderez pas de voir la personne. C'est d'accord, mais personne Non, mais ça reste entre nous. Hein. La personne ne saura pas que vous êtes venu. Hein. Voilà. Simplement, juste au cas où s'il y a besoin, on vous appelle et puis juste de votre ligne. Non, ils vous verront pas. Il n'y aura pas de tout ça. Non, mais il n'y a pas de problème. Je peux prendre vos coordonnées, monsieur, Alain, s'il vous plaît? Fort des éléments récupérés, les policiers vont pouvoir maintenant établir un dossier qui sera par la suite présenté au parquet. Face à des agressions de plus en plus nombreuses, les hommes de la brigade des réseaux ferrés ont été obligés de mettre en place des équipes spécialisées dans les interpellations difficiles. Depuis bientôt 10 ans, les unités d'appui des réseaux, les UAR, interviennent partout dans les transports en commun en Ile-de-France. Elles sont composées de 80 policiers qui peuvent travailler soit en tenue, soit en civil, en fonction des missions. Il est 9h du matin, 3 officiers des UAR sont en plein briefing. À l'ordre du jour, un gros gibier qui leur donne du fil à retordre et qui mobilise toute leur attention. La description de l'individu faite par les différents témoins qu'il a agressé est assez précise. Un homme grand, entre 1m90 et 2 m, mince, toujours en vêtements de sport. On a son signalement, les quelques photos qu'on a sont celles-là. Et on a le mode opératoire. Voilà. Un mode opératoire toujours identique, presque un rituel. Toujours la même chose, il arrive, c'est un grand black, il monte dans le train, il repère systématiquement si le train est plutôt vide. Généralement, c'est toujours la même victime, elles sont toujours isolées dans le compartiment, il n'y a personne, pas de témoin, C'est dans le train. C'est dans le train. Après, il y a un distributeur extérieur. Alors, il travaille la personne en sortant son arme de poing de sa petite sacoche en bandoulière. Il met en joue la personne. Alors que les policiers réfléchissent à la mise en place d'un dispositif pour localiser l'individu, le téléphone sonne sur le bureau du lieutenant Lemot. C'est quoi? C'est un grand black? C'est quoi? Ouais, par contre, c'est quoi? C'est avec une arme à feu? Avec un couteau? C'est quoi? Arme de poing, Châtelet? Un homme vient de commettre une agression à la station Châtelet. Il pourrait correspondre au signalement de l'individu recherché. Ok, ça marche bien. Les gars, Châtelet! Le mec serait sur Châtelet, sur la A! Châtelet, la A! Arme de poing! Sur la A! Vous allez là-bas, vous mettez sur la A, vous partez, on vous donne les informations par téléphone. Il faut faire vite. Une équipe s'engouffre déjà dans les sous-sols du métro en direction du RER. La rame en provenance de Châtelet vient d'entrer à la station Gare de Lyon. Déjà, des policiers en tenue sont présents sur place. Le suspect est immédiatement sorti du wagon. Un policier le plaque contre le mur pour éviter toute tentative de fuite. Mauvaise pioche. Après vérification, la personne interpellée ne correspond pas à l'individu recherché. Le voyageur est furieux d'avoir été arrêté manu militari. C'est toujours on cherche un braque. On ne se ressemble pas tous, monsieur. Regarde ma tête. J'ai travaillé toute la rue. Regarde mes yeux. Ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps de me faire contrôler. Vous ne savez pas l'origine. Mais vous avez vu comment il a fait, monsieur? Vous ne savez pas pourquoi on est là. Je sais que vous n'êtes pas là pour rien. Ça, je le sais. Mais ça m'a dit que je vais vous inviter à prendre votre train. Ça va bien se passer. Je vous souhaite une bonne journée. Entre-temps, le service a pu récupérer les images de l'agression prise par les caméras de la SNCF. Les policiers se rendent dans un bureau de la BRF pour obtenir une description précise de l'agresseur. Sur une première vidéo, on voit très nettement la victime remontée du RER par les escalators. Alors donc là on a la victime, qui est une personne qui est née quand même en 1938, et là voilà on a l'agresseur qui est clairement avec le couteau en prise inversée, donc voilà, et qui va ensuite foncer une deuxième fois sur la personne âgée qui à ce moment-là, hors caméra, est déjà au sol, et va lui porter un coup de couteau. L'agresseur semble parfaitement calme.
Après s'en être pris au vieil homme, il disparaît tranquillement dans les sous-sols du RER. Le train vient de passer, le temps qu'il s'arrête, l'individu est déjà en train de descendre. Sur une deuxième vidéo, l'agresseur vient de déboucher sur le quai. Il monte dans la rame et disparaît comme si de rien n'était. Et là, il va se diriger dans la rame, il va monter. Par miracle, la victime n'a été que légèrement blessée. Après avoir été interrogée dans les locaux de la BRF, elle est conduite à l'Hôtel-Dieu pour un examen approfondi. Je cherchais pour prendre la ligne 1, pour aller au bazar de l'hôtel de ville. J'ai été bousculé, le monsieur est arrivé par derrière, il m'a bousculé. Après, je suis tombé, bien sûr, puisque je ne m'y attendais pas. Et il m'a menacé avec un couteau. Il a levé le couteau comme ça, il me menaçait. Vous avez frappé sans aucune raison? Sans aucune raison, il m'a pas posé rien du tout. Donc c'était même pas pour vous voler? Non, non, non. Il voulait sûrement me tuer, c'est tout. Et il a pris la fuite? Il a pris la fuite. Depuis cette affaire, l'agresseur n'a pas fait reparler de lui. Pour les policiers, il s'agit d'un déséquilibré qui agit toujours en état de crise. Malgré son signalement, les hommes de la BRF n'ont toujours pas réussi à le localiser. Mais la journée n'est pas terminée pour les équipes de l'UAR. Les 3 fonctionnaires sont déjà repartis sur le terrain. Et vous allez voir que leur travail n'est pas seulement basé sur la filature et le flagrant délit, mais aussi sur l'observation et la mémorisation des visages. Et justement, ils viennent de repérer 3 jeunes pickpockets à la station du métro Barbès. Alors que nous filmons en caméra cachée, nous passons à moins d'1 mètre du premier pickpocket en doudoune bleu marine. Juste devant lui, son complice tente de repérer une future victime. Méfiants, les 2 adolescents se sont ravisés. L'un d'eux s'est assis sur un banc et semble regarder s'il n'est pas suivi. Pour ne pas être repérés, les 3 policiers sont montés dans la rame séparément. Ils attendent la fermeture des portes, tout en continuant à repérer leur cible. Mais au lieu de monter dans le train, les pickpockets décident de quitter le quai. Ils se dirigent vers la sortie. Les policiers ont juste le temps de descendre de la rame pour ne pas les perdre de vue. La filature se poursuit dans les rues du 18e arrondissement. Mais au bout de quelques minutes, les jeunes voleurs s'engouffrent dans une rue piétonne et disparaissent parmi la foule. Les policiers décident de laisser tomber la filature et de reprendre leur patrouille dans les transports. Il est 18h, 4 heures ont passé. Avant leur retour au quartier général, les policiers décident d'effectuer un dernier repérage à la gare du Nord. Leur intuition va se révéler payante. Les jeunes pickpockets qu'ils avaient suivis dans la matinée ont refait surface. Vous savez les trotteurs qu'on a fait que dans la goutte d'or et tout ça? Ça va? Ça va. D'accord, bon c'est eux. Les 3 jeunes en question sont en plein travail. Ils viennent de dérober le téléphone portable d'une jeune femme. Les policiers décident de les interpeller. À terre. L'interpellation s'est déroulée sans difficulté. Le plus âgé des pickpockets doit tout juste avoir 15 ans. Pour les policiers, ces gamins sont des habitués des lieux. Eh, vous nous saoulez, vous. Vous me comprenez? Vous me saoulez. Les jeunes sont menottés, puis conduits au poste à l'intérieur de la gare du Nord. En fait, ce sont de vieilles connaissances pour les policiers, qui les ont déjà arrêtés pour le même type de vol, et qui commencent à en avoir assez de les voir traîner dans le secteur. Tu te souviens pas de moi? Non? Te conosco. La dernière fois, on vous avait dit de ne pas traîner dans la gare. Je comprends pas. Tu peux toujours parler. Ceux-là, c'est la deuxième fois qu'on les voit travailler, en fait. Bon, heureusement pour nous, ils nous ont pas reconnus. Mais ils sont des habitués débutants, on va dire. Qu'est-ce qui va leur arriver? Ça peut être la garde à vue, ça peut être pas mal de choses. Seulement voilà, la victime qui vient d'arriver au commissariat ne va pas tarder à contrecarrer les pronostics des policiers. La jeune femme a décidé de ne pas porter plainte contre ces jeunes agresseurs. Elle a pu récupérer son téléphone et estime qu'il est inutile d'aller plus loin. Ça me fait mal au cœur de voir qu'ils sont aussi jeunes et vraiment, j'ai vraiment pas envie de porter plainte. Franchement, ça me fait super mal au cœur. Vraiment, je sais hein, que c'est des pickpockets professionnels, mais voilà. Sans plainte, impossible de poursuivre les délinquants. Le travail des fonctionnaires n'aurait dans ce cas-là servi à rien. Les policiers tentent de convaincre la jeune femme de changer d'avis. Le souci avec la justice, s'il n'y a pas de dépôt de plainte, ils sont libres.
Vous comprenez? Oui, je comprends tout à fait, mais je vous avoue que... Ils sont libres de recommencer Mais sur n'importe qui, que ce soit personne âgée, jeune, je sais femme bien, enceinte, je sais etc. bien, je suis désolée. Est-ce que ça vous fait mal au cœur par contre pour tous les gens qui vont se faire voler qui n'en rendront pas compte? Franchement, j'y Vous pense avez plus pas. de peine Mais... pour eux ou pour les futures victimes? Mais non, mais attendez, Bah, si, on va pas commencer. Désolée, hein, mais c'est... Voilà, Comme vous voulez. Et bon. Les policiers n'ont pas d'autre choix que de prendre en compte la décision de la victime. Une décision confirmée par leur hiérarchie qui les contacte par téléphone. Chapeau, on les relâche. Ok, bon. Même si nous on a vu toute la scène. Bon, écoute, c'est pas grave. Ça va. Ouais. Une décision finale? Ben, on est dégoûté, obligé de relâcher les individus vu que la victime n'a pas souhaité déposer plainte. Pas de dépôt de plainte, donc pas d'interpellation. On les relâche. Donc là, ils vont partir. Ah bah là, ils vont partir Ils vont partir, réussir de voler sur une victime qui s'en apercevra pas et qui elle serait bien malheureuse qu'ils aient pas été interpellés plus tôt, parce que ça leur aura évité de revoler un téléphone ou un portefeuille ou autre chose. Voilà. Grâce à des gens qui ont des cas de conscience pour des jeunes qui passent leur journée à voler, mais bref, on s'est penché sur le sujet. Il ne reste plus pour les policiers qu'à retirer les menottes des 3 ados et à les laisser repartir après une sévère mise en garde. Bon, allez, ces messieurs sont libres. Non. Un par un. Regarde-moi bien. La sortie, là-bas, dehors. Salida. Tout droit. Abattue, l'équipe de l'UR sait pourtant qu'elle ne doit pas renoncer et qu'il lui faut repartir sur le terrain. Mais le travail des policiers ne se termine pas toujours par une remise en liberté des délinquants. Face à la difficulté de réaliser des flagrants délits ou d'obtenir des plaintes des victimes, les policiers savent qu'ils peuvent parfois compter sur un autre moyen pour coincer les agresseurs. Ce moyen, c'est l'instant où les voleurs tentent de vendre leurs marchandises à des resellers. Des interventions qui peuvent souvent se révéler payantes. Nous retrouvons quelques jours plus tard les policiers à la station Châtelet. Aux abords d'une galerie commerciale, des petits groupes d'individus semblent flâner sans but précis. Celui qui a la capuche en fourrure avec les bottes, les bottines marron clair là. Ouais, il regarde toujours par ici en plus. L'individu dont parle le policier appartient à un groupe de resellers, des fourgues dans leur jargon. Disséminés dans la galerie commerciale, ces receleurs attendent que des pickpockets ou des voleurs à l'arraché viennent à eux pour leur vendre les téléphones portables dérobés quelques heures plus tôt dans le métro. La plupart d'entre eux sont postés devant les photomatons, un point stratégique où les fournisseurs de marchandises savent qu'ils peuvent les trouver. C'est le carnaval des fourgues. Exactement, tout ce que tu as vu là, derrière aussi là, au niveau de l'escalier qui descend, ils sont bien aussi. Les policiers ne peuvent intervenir qu'en flagrant délit de transaction. Mais ce jour-là, l'équipe de la BRF a été repérée. En quelques secondes, les receleurs se sont éparpillés et ont disparu. Mais une station plus loin, dans les sous-sols de la gare du Nord, les policiers vont surprendre le manège de 3 jeunes qui s'approchent d'un receleur pour lui proposer un téléphone portable. Ils sont immédiatement interpellés et contrôlés. Les policiers sont persuadés que l'un des 2 téléphones, retrouvés sur l'adolescent en blouson de cuir, est un appareil volé que les jeunes s'apprêtaient à revendre à un receleur. Les suspects sont conduits au commissariat, mais les fonctionnaires ne sont pas au bout de leur surprise. Très vite, ils vont découvrir que leur client pourrait être impliqué de façon beaucoup plus grave dans cette affaire de vol. Il s'avère que le téléphone qui a été retrouvé sur eux provenait d'un vol un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Ils étaient 4 individus armés de gazeuses et de couteaux. Ils ont dépouillé un petit jeune qu'on a pu réussir à contacter en fait via le numéro qui était affiché sur son téléphone. Le numéro de son domicile était affiché, donc on a pu prendre contact avec la victime comme ça qui était au commissariat de Garges-Sarcelles pour un dépôt de plainte.
Les agents de la brigade des réseaux ferrés doivent s'assurer que leurs suspects sont bien ceux qui ont volé le téléphone portable. En attendant, les 3 jeunes n'ont aucune idée de ce que les policiers leur reprochent. Ils pensent juste être l'objet d'un simple contrôle au commissariat et n'imaginent pas qu'ils sont soupçonnés d'un vol avec violence commis avec une arme. Dans la salle où ils ont été placés, les adolescents jouent les gros bras sans avoir la moindre idée de ce qui les attend. Vous savez pourquoi vous êtes là ou pas? Non, on sait pas. On n'a rien fait. Pendant ce temps, la machine judiciaire s'est remise en route. L'un des policiers prépare un rapport précis relatant les circonstances de l'interpellation qui doit déboucher sur le déclenchement de la garde à vue des 3 suspects. Nous, là, on va expliquer dans quel contexte on les a interpellés, pourquoi, qu'est-ce qui nous a amené à faire ça. Et ensuite, ce sera le démarrage de la procédure par rapport à la victime qui a été gazée et menacée avec un couteau. Et vous, votre travail s'arrête là? Alors nous, après, à ce niveau-là, on a interpellé les individus, on a récupéré la victime. Après, c'est le judiciaire qui prend la suite, qui fera ce qu'on appelle un tapissage, donc une présentation des individus interpellés à la victime pour qu'elle les reconnaisse formellement. Présentés quelques heures plus tard à la victime, les 3 individus seront formellement reconnus. Pour les suspects, c'est une nouvelle étape qui commence. Ils doivent se débarrasser de leurs lacets de jogging et de leur ceinture. Après 12 heures de garde à vue, les adolescents finiront par avouer être les auteurs du vol avec violence. Cette fois, les efforts des policiers ont payé. Déférés au parquet, les 3 mineurs risquent une peine de prison de 7 ans ferme. Mais il n'y a pas que dans les sous-sols du métro que les atteintes contre les personnes sont en augmentation. Avec 4500 véhicules qui circulent chaque jour sur Paris et la banlieue, sur près de 4000 km de ligne, le réseau des autobus couvre un immense territoire qui, en certains endroits, s'est transformé en terrain de chasse pour les délinquants. Et si les bus et les tramways sont devenus aujourd'hui des transports à risque, c'est parce qu'il est beaucoup plus difficile pour la police d'y assurer la sécurité que dans le métro. Les caméras y sont moins nombreuses et rien de plus facile pour les agresseurs que de disparaître dans la rue une fois leur forfait réalisé. Depuis 5 ans, les agressions n'ont cessé de croître sur certaines lignes. Avec une augmentation inquiétante des violences à l'encontre des voyageurs, notamment dans la capitale. Des violences souvent gratuites, comme sur cette vidéo que vous allez découvrir. La scène enregistrée sur la caméra embarquée d'un bus se déroule dans Paris entre la gare du Nord et le boulevard de Rochechouart. Elle date de 2008 et pose une question centrale. Quelles sont les consignes à tenir pour les chauffeurs d'autobus quand des agressions d'une grande violence comme celles qui vont suivre se produisent dans son véhicule? Il est 3h45 du matin. Un jeune étudiant est pris à partie par 2 autres jeunes. L'un d'eux, en casquette, lui dérobe son portefeuille et le passe à son complice en sweatshirt blanc. L'étudiant ne s'est rendu compte de rien. Lorsqu'il s'aperçoit qu'il a été volé, il se retourne vers son agresseur pour tenter de récupérer son bien. C'est à partir de ce moment que la scène dégénère. Pendant de longues minutes, l'étudiant va être lynché par ses agresseurs. Les voyageurs qui tentent de s'interposer sont frappés à leur tour. La victime est parvenue à se traîner jusqu'au chauffeur de bus pour lui demander de l'aide. Mais même là, elle continue à être frappée. Le machiniste, assis sur son siège, tente tant bien que mal de repousser les agresseurs. Après quelques secondes, le groupe finit par prendre la fuite. Face à la situation, le conducteur de bus clame son impuissance. Quelques jours plus tard, les agresseurs seront interpellés grâce à la vidéosurveillance. Mais dans cette affaire, le chauffeur du bus a-t-il eu un comportement irréprochable? N'aurait-il pas dû intervenir plus tôt pour porter secours à l'étudiant? Pour en savoir plus sur les règles à suivre par les machinistes en cas d'agression de passagers, nous décidons de montrer la vidéo à Philippe Touzé, conducteur d'autobus et responsable du syndicat Sud RATP à Paris. Peut-être que là, le machiniste, il commence à se dire qu'est-ce qui se passe dans le bus, ils me font le bazar, il ne sait pas qui est qui, sûrement. Hein. Ça se trouve, voilà. Là, par contre, à mon avis, là, on entend derrière les choses. Je pense que le machiniste, là, il a déclenché son alarme discrète. L'alarme discrète, un bouton caché sous le tableau de bord qui permet au machiniste de mettre en marche la caméra de vidéosurveillance placée dans l'autobus.
Cette alarme permet en même temps de prévenir le PC sécurité et de l'informer de l'endroit précis où se trouve le véhicule. Pour Philippe Touzé, le collègue machiniste a respecté les consignes à la lettre. Ce qu'on lui demande de faire, c'est d'appeler les secours qui sont en liaison avec le PC sécurité, avec la police, le plus rapidement possible. Voilà. Nous, de ce qu'on voit aux images, il a fait son boulot. Mais dans une situation d'extrême violence, comme celle qui s'est produite, en quoi consiste exactement le boulot d'un conducteur de bus? Nous nous sommes procuré un document interne à la RATP, dans lequel des instructions précises sont données aux machinistes sur la conduite à adopter en cas d'agression dans un véhicule. Si la sécurité des personnes et des biens est menacée, il fait appel au service de police ou de sécurité en actionnant son alarme discrète. Sur ce point, le conducteur a suivi les consignes à la lettre. Mais un peu plus loin dans le document, une autre consigne plus ambiguë, celle-là, est donnée au machiniste. Il ne quitte pas son poste de conduite, sauf si la situation l'exige. L'agression particulièrement sauvage dont a été victime l'étudiant exigeait-elle, comme le stipule le manuel d'instruction, une intervention du machiniste? Et ce dernier avait-il les moyens de faire quelque chose? Même si on est tous un peu atterrés par cette situation, on a tous envie de dire il aurait dû sortir de ce poste de conduite, il aurait dû jeter dedans, je sais pas. Bon, après, si on est rationnel, on sait très bien ce qui va se passer. Le gars, il va sortir, il va se faire avoiner, ils sont 3 ou 4, hein, je pense. Hein. On ne sait jamais qui on a en face de nous, on ne sait pas s'ils n'ont pas un couteau, on ne sait pas s'ils n'ont pas un pistolet, on ne sait pas s'ils n'ont pas une arme sur eux, quoi. Pour les conducteurs d'autobus, la marge de manœuvre est extrêmement réduite en cas d'agression. Et si en dépit des instructions qui leur sont données, ils décident d'intervenir, le règlement interne risque souvent de se retourner contre eux. Julbert Julliard en a fait l'amère expérience. Le 3 juillet dernier, alors qu'il est au volant de son véhicule, il voit passer devant lui un passager sans ticket. J'ai un voyageur qui montait dans mon bus en passant les mains dans les poches et je lui ai rappelé qu'il fallait valider un titre de transport. Cette personne à ce moment-là est revenue vers moi, m'a mis une gifle légère et ça a dégénéré. On s'est retrouvé à s'agripper, à se retrouver en bas du bus. La RATP reprochera à son agent d'avoir répondu à l'agression et d'être descendu du bus alors qu'il n'avait pas à le faire. Les consignes, c'est effectivement ne pas descendre, ne pas quitter le volant, mais je dirais que quand on est agressé, il y a des fois on n'a pas trop le choix. Là, je me suis retrouvé entraîné. Les consignes, c'est effectivement normalement de ne pas descendre du volant, de rappeler si la personne ne veut pas payer, on doit s'arrêter là. Donc quelque part, ça nous discrédite effectivement au niveau de notre métier parce qu'on nous demande une attitude et on peut pas effectivement la poursuivre jusqu'au bout. Les agressions contre les chauffeurs de bus sont loin d'être des actes isolés. Devant cette escalade de l'insécurité, les conducteurs se voient aujourd'hui obligés de faire preuve d'une extrême prudence. Bus caillassés ou incendiés, véhicules touchés par des tirs à balles réelles, machinistes agressés, certains secteurs sont devenus de véritables zones de non-droit. À tel point que les machinistes refusent désormais de les traverser. Nous sommes à Gennevilliers, dans le quartier de la Cité du Luth, dans les Hauts-de-Seine. Une succession de bars HLM construites dans les années 70 est classée en zone de sécurité prioritaire. Nous décidons d'emprunter la ligne 235 qui traverse le cœur de la cité. Mais dans ce quartier, des agressions ont eu lieu à plusieurs reprises, alors désormais, les machinistes prennent leurs précautions. Vous allez au Luth? On rentre pas dedans, je passe à l'extérieur. Vous rentrez pas dedans? Non. Pourquoi vous rentrez pas dedans? Ça fait plus d'1 an déjà qu'on rentre plus dedans. Ah ouais? Il y a eu des incidents assez graves. Ah d'accord. C'est-à-dire? J'ai des collègues qui ont failli brûler dedans, donc... Ah oui, carrément? Ouais. Qui ont failli brûler? Ouais. Et c'est agression des passagers? Agression du machiniste. D'accord. Et depuis, du coup, la ligne a été... c'est un petit peu normal. Déviée. Bah ouais, je comprends. Et ça arrive souvent, ce genre d'agression? C'est arrivé 2 fois en 1 an. Dans quelques instants, sur D8, vous allez découvrir que les attaques dans les transports sont parfois l'œuvre de bandes organisées qui n'hésitent pas à commettre de véritables raids contre les usagers. Ouais, crois-moi que ça va saigner, exterminer la BAC. Il voit le nom de... Excusez-moi, je prends le journal. Non, la mutuelle en fait. Nous sommes à Gennevilliers, dans le quartier de la Cité du Luth, dans les Hauts-de-Seine.
une succession de bars HLM construites dans les années 70 et classées en zone de sécurité prioritaire. Nous décidons d'emprunter la ligne 235 qui traverse le cœur de la cité. Mais dans ce quartier, des agressions ont eu lieu à plusieurs reprises, alors désormais, les machinistes prennent leurs précautions. Vous allez aux luttes? On rentre pas dedans, je passe à l'extérieur. Vous rentrez pas dedans? Non. Pourquoi vous rentrez pas dedans? Ça fait plus d'un an déjà qu'on rentre plus dedans. Ah ouais? Il y a eu des incidents assez graves. Ah d'accord. C'est-à-dire? J'ai des collègues qui ont failli brûler dedans, donc... Ah oui, carrément? Ouais. Qui ont failli brûler? Ouais. Et c'est agression des passagers? Agression du machiniste. D'accord. Et depuis, du coup, la ligne a été... c'est un petit peu normal. déviée. Bah ouais, je comprends. Et ça arrive souvent, ce genre d'agression? C'est arrivé 2 fois en un an. Si le bus 235 a été attaqué à 2 reprises en un an, c'est parce que l'arrêt qui est aujourd'hui contourné est situé à la frontière du territoire de 2 bandes rivales qui s'affrontent pour le monopole du trafic de drogue. Des bandes qui tiennent à régler leurs comptes loin des yeux des chauffeurs de bus, qui jusqu'à présent traversaient régulièrement leur zone et pouvaient devenir des témoins gênants. Nous nous sommes procuré ce document interne à la RATP. Il date du 28 octobre 2013 et fait état de la fermeture de cet arrêt de bus par mesure de sécurité. Déviation de début à fin de service par mesure de précaution, secteur du Luth à Gennevilliers. En clair, les chauffeurs ont désormais ni plus ni moins la consigne d'éviter ce quartier jugé trop dangereux. Apparemment, les incidents ont laissé un réel traumatisme parmi les conducteurs et l'arrêt de bus n'est pas prêt d'être remis en service. Pourquoi vous n'allez plus à l'intérieur du Luth? On n'a pas envie de faire barbecue. On n'est pas des bêtes de boucherie, donc on n'y va pas. Nous avons demandé à la RATP si la fermeture de certaines lignes ne risquait pas d'être interprétée comme une politique d'abandon de plusieurs zones sensibles. Mais nous n'avons pour l'instant reçu aucune réponse de l'entreprise. Des bandes composées d'individus de plus en plus jeunes et de plus en plus nombreux. Des groupes d'adolescents à la dérive qui croient pouvoir agir en toute impunité, au point parfois de prendre en otage des wagons entiers de passagers. Comme ici, dans la banlieue de Marseille, en février 2013, où une trentaine de jeunes ont purement et simplement fait stopper un train avant de rançonner les voyageurs. Une affaire qui n'est pas un cas isolé. Il y a 3 jours, c'est une rame du RER-D près de Paris qui a fait l'objet d'un raid d'une bande cagoulée. Les voyageurs ont été menacés, frappés, dévalisés. Gare de Grigny dans l'Essonne. Nous sommes le 16 mars 2013. Une bande d'une quinzaine de jeunes fait irruption dans l'un des wagons du RER qui vient d'entrer en gare. L'un des jeunes tire le signal d'alarme pour bloquer le train. Commence alors une attaque en règle des voyageurs. Nous nous sommes procurés les PV d'audition des nombreuses victimes du RER-D. Toutes parlent de jeunes violents, équipés de bombes lacrymogènes. Quelques jours après la révélation de l'affaire, on apprend que 2 autres attaques auraient été commises peu avant, au même endroit et par la même bande. Un policier chargé de l'enquête parle même à l'époque d'une répétition générale. Même mode opératoire, même bande, nous avons retrouvé l'une des voyageuses victimes de l'attaque 3 jours plus tôt. Alors, j'ai pris le train vers 20h en sortant de mon école. Et en arrivant à Grigny Centre, le train s'est arrêté. Il y a un groupe de jeunes qui est rentré par la porte qui était derrière moi. Et en arrivant dans le wagon, ils ont tiré la sonnette d'alarme, ce qui fait qu'on était bloqués à quai. Et donc, j'ai vu un des jeunes qui arrivait sur moi parce que j'avais mon portable dans mes mains. Il a essayé de me le prendre. Et donc moi, voyant ses mains sur mon portable, j'ai essayé de le mordre parce que c'est la seule chose que je pouvais faire et j'ai pas trop réfléchi. Moi, j'étais choquée par, en tout cas, le regard de celui qui m'a agressée parce que c'était vraiment violent. Enfin, il avait un visage d'enfant, mais c'était vraiment violent. Enfin, j'étais choquée. Et du coup, le garçon est parti et j'ai vu un monsieur qui était dans le carré derrière moi se faire tabasser, quoi, enfin, assez violemment. Et bref, du coup, ils sont partis, ils sont sortis du wagon et donc ils ont couru sur le quai et ils ont sauté par ici. 3 attaques commises par la même bande en l'espace de 4 jours. Très vite, l'affaire prend un tour politique. À l'Assemblée nationale, le ton monte entre l'opposition et le ministre de l'Intérieur, Emmanuel Valls. Quelles mesures comptez-vous prendre pour mettre fin à l'impunité, ce sentiment qui conduit à la hausse de la délinquance dans tout le pays depuis votre élection? Ce que je veux vous dire, c'est que les forces de l'ordre, elles sont déterminées si vous voulez bien vous asseoir, à s'attaquer à cette délinquance que vous n'avez pas été capable d'endiguer.
Face à la pression médiatique et politique, l'enquête s'accélère. Après quelques jours, les investigations s'orientent autour d'une bande qui opère dans le secteur de Grigny 2, une cité HLM sensible. Les jeunes de la bande seraient connus des services de police. Ils appartiendraient à un gang qu'ils ont baptisé Mafia Grigny d'Angers et s'affichent même sur internet, où ils apparaissent comme des rappeurs amateurs au texte cru. Des jogging, des lavés, nos rêves se sont écroulés. Et ça lâche des freestyles, même en GAV. À cause du bon chat, on voit même plus ton passé. Ouais, crois-moi que ça va saigner, exterminer la BAC. Les enquêteurs ont aussi récupéré des photos où ils posent d'un air martial, encapuchonnés devant leur cité HLM. Ils ont entre 14 et 18 ans. Leur signalement correspond aux descriptions données par les victimes racketées. Reste alors à exploiter les vidéos de la gare. Mais surprise, la qualité des images est mauvaise. Face aux vidéos qui leur sont présentées, les témoins sont incapables de se prononcer catégoriquement. Les exploitations des caméras vidéo de la gare n'auraient pas permis d'identifier les malfaiteurs, les images n'étant pas de bonne qualité. Pour Maud, comme pour la plupart des victimes des 3 attaques, il est très difficile de reconnaître les agresseurs. Les policiers m'ont montré les vidéos de surveillance des caméras, il me semble que celles qui se trouvent derrière. Et du coup, on voyait pas grand-chose, on ne distinguait pas les visages. Donc on n'a rien pu en sortir. Le jour du procès, les vidéos sont présentées aux témoins. C'est le doute. Maître Raoul Louis Briolin est l'un des avocats des prévenus. Il a organisé toute sa défense autour de l'état de ces vidéos, inexploitables selon lui, et qui ne pouvaient avoir aucune valeur de preuve contre son client. Apparemment, aussi bien les journalistes présents que le tribunal que moi, personne ne reconnaissait de façon formelle ce jeune noir dans une bande de noirs à 22h du soir sur un quai de gare noire. On s'aperçoit que la résolution de l'appareil fait que plus on agrandit le plan, l'image, et moins c'est visible. Ce dossier me permettait de dire qu'il n'y avait pas la preuve indiscutable. Faute d'éléments déterminants, les jeunes ont été condamnés à des peines légères, allant du travail d'intérêt général à de la prison avec sursis. Le seul prévenu majeur de la bande a été relaxé en appel. Si les caméras vidéo restent malgré tout un outil efficace pour surprendre les actes de délinquance, elles ne constituent en aucun cas une parade définitive contre les agressions. Et même les villes suréquipées en vidéo n'ont toujours pas trouvé de moyens infaillibles pour mettre un terme à l'insécurité. Lille, 228 000 habitants intramuros et plus d'1 million d'habitants avec sa banlieue et ses communes limitrophes. Inauguré en 1983, le métro lillois s'étend sur plus de 43 km et s'arrête à la frontière belge en passant par des villes comme Villeneuve-d'Ascq, Tourcoing et Roubaix. En 2011, 99 millions de voyageurs ont utilisé ce mode de transport. À Lille, plus de 3800 caméras surveillent l'ensemble du réseau bus, tramway, métro. Un investissement qui a coûté au total la bagatelle de 43 millions d'euros. Nous sommes au SISTC, le service interdépartemental des transports en commun. Ici, 120 agents triés sur le volet sont chargés de la surveillance de l'ensemble du réseau souterrain du métro lillois. Voilà maintenant 2 ans que Muriel Chinon travaille dans ce service considéré en France comme l'un des mieux équipés en matière de surveillance vidéo. Là, on est dans la station Gare Lille-Flandre et donc chaque point bleu représente une caméra. Donc en fonction des recherches qu'on a à faire, on clique sur la caméra dont on a besoin et on a la caméra qui s'affiche. Au SISTC, la première qualité des policiers du service est le sens de l'observation. Ici, il faut scruter en permanence les 20 écrans qui reçoivent les images des 3200 caméras installées dans les stations et les rames du métro. Des caméras qui peuvent suivre à la trace les gestes des voyageurs, comme ici avec cet homme qui traîne un caddie derrière lui. Donc là, un caddie, voilà, on va le retrouver normalement ici. Donc, il va passer devant le champ de caméra ici également. Et là, on va le retrouver ici. Ici. Difficile dans le métro de Lille d'échapper à ses yeux mécaniques qui ne laissent rien passer. Si l'individu descend à plusieurs stations, reprend différentes rames, effectivement, il peut passer sous une trentaine de caméras, je vais dire.
30 possibilités de capter son visage si c'est un agresseur. Voilà, tout à fait. Des agresseurs ou des petits malins. Comme ici, cet usager qui est contrôlé par une patrouille et qui purement et simplement prend la poudre d'escampette au nez à la barbe des policiers. Mais les captures d'écran prises par les vidéos sont d'une teneur souvent plus noire. À Lille, 30% des agressions ont lieu dans le métro, soit 20 atteintes physiques par jour sur des usagers. Des agressions violentes, souvent gratuites, ou simplement comme ici pour le vol d'un téléphone portable. Les délinquants, la plupart du temps des jeunes mineurs, n'hésitent pas à s'acharner sur leurs victimes. Muriel Chinon vient d'accueillir une fonctionnaire chargée de l'information des voyageurs. La jeune femme a été victime d'une agression dans une rame du métro. Donc le 20 août, entre 16h et 17h, vous avez été victime donc d'insultes et de menaces, c'est ça? Alors vous vous trouviez dans la rame numéro 10. Il n'y a eu qu'un outrage, il n'y a pas eu de menaces, il n'y a pas eu de... il a menacé de nous frapper, il ne voulait pas nous faire sortir de la rame, mais pas de menace de mort. D'accord. Grâce aux caméras, Muriel a pu identifier un individu qui pourrait correspondre à l'agresseur. Ouais, c'était lui. C'est bien lui? Ouais. Pas de doute? Non, c'est sûr. En cas d'interpellation, on vous appelle et vous serez donc reconvoqué au niveau du commissariat de Lille pour redéposer plainte, mais contre personne dénommée, parce que là, la personne sera identifiée. Voilà. À peine enregistrée, la photo de l'agresseur est transmise aux collègues de Muriel. Ces policiers doivent tous faire état d'une qualité essentielle. Ils doivent être avant tout physionomistes. Leur mission, retrouver sur le terrain les auteurs d'agressions filmées par les caméras. C'est ce que c'est? Alors ça, c'est les dossiers photos des délits qui ont été commis dans le métro, qui ont été filmés, et une plainte a été déposée. Donc, ont été reconnus, il y a des auteurs qui ont été reconnus par les victimes, et nous, on doit aller les chercher, quoi. C'est notre travail. Ça ressemble, là, par exemple, c'est ça. Donc voilà. Si vous le croisez. Donc si on le croise, lui a commis un outrage à agent chargé de mission de service public. Donc le cadre, là, c'est du préliminaire, donc on l'invitera à nous sur au poste, et puis comme une plainte a été déposée, il sera présenté à un officier de police judiciaire. Pour leur travail d'observation, les policiers ne se séparent jamais d'un aide-mémoire bien précieux. Ah, ce sont tous les individus que vous recherchez, ça? Qui sont encore dehors et non interpellés. Montrez-les quelques photos, là. Là, c'est votre aide-mémoire. C'est ça, voilà. Tout à fait. Ça peut être de la simple dégradation, comme ça peut être des violences, du vol à la tire, donc les pickpockets. Ça peut être de tout. Go. Allez. Les policiers se déplacent toujours à 3 afin de pouvoir être en nombre suffisant en cas d'interpellation musclée. Pendant plus de 2 heures, ils vont arpenter les couloirs du métro. Ils décident ensuite de se placer à la sortie de la station Gare Flandre, l'une des plus fréquentées par les usagers. Celui avec le pantalon bleu? Non? Je vais voir celui avec la casquette. Mais les personnes repérées ne correspondent pas exactement aux photos qu'ils possèdent. Retour dans les couloirs du métro. Les agents pensent avoir reconnu un suspect et décident de le contrôler. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est moi. On va faire un contrôle de police, on va se mettre sur le côté s'il vous plaît. Vous auriez une pièce d'identité à me présenter? Connu des services de police? Non, jamais de garde à vue. Pendant qu'un des policiers vérifie l'identité du suspect, l'un de ses collègues compare son visage dans son fichier photo. Ok, c'est bon. Allez, au revoir. Bonne journée. Souvent avec les photographies, bon, c'est pas non plus net. On a toujours le doute qui est derrière, donc on va au contact pour voir si c'est bien la personne qui est recherchée. Ce jour-là, les policiers ne parviendront pas à retrouver l'agresseur de la jeune femme chargée de l'information des voyageurs. Il sera interpellé quelques jours plus tard par une autre patrouille du SISTC. En 2011, 5589 faits d'agression contre les personnes ont été constatés dans les transports en commun sur l'ensemble du département. Pour la même année, 3600 interpellations ont pu être réalisées grâce à la vidéosurveillance. Mais si les caméras contribuent à rassurer les usagers, le sentiment d'insécurité demeure. Et si de nombreux voyageurs ne se sentent pas rassurés lorsqu'ils prennent le métro, c'est pour beaucoup à cause de l'état de vétusté de certaines lignes.
notamment à Paris et dans la banlieue. Couloirs mal éclairés, tags sur les murs ou dans les wagons, pour une majorité de personnes, c'est ce manque d'entretien de certaines stations qui contribue souvent au sentiment de mal-être dans les transports en commun. Chaque année, la RATP dépense en moyenne 65 millions d'euros pour la remise en état de ces rames vandalisées et pour la propreté du réseau. Côté SNCF, c'est 5 millions qui sont déboursés par an. Mais au chapitre des incivilités, un autre fléau préoccupe plus encore la SNCF et la RATP, celui de la fraude des usagers. 400 millions d'euros, c'est le montant de la fraude dans le métro, les bus et le RER pour l'année 2012. Face au fléau, la SNCF tente de réduire le phénomène en augmentant les contrôles, notamment sur les quais avant l'entrée dans les trains. Côté RATP, des statistiques montrent que les infractions se font 2 fois plus dans le bus et dans le tramway que dans le métro. Sur certaines lignes, 3/4 des usagers ne valideraient pas leur ticket. Des usagers qui, pour la plupart, assument clairement leur pratique. Est-ce que ça vous arrive de prendre le métro sans payer? Tout à fait, ça m'est arrivé quelques fois. Ouais. Et puis juste on passe, on saute et puis c'est fait quoi. Et je me prends des amendes parfois. Ça vaut quand même le coup de... Ouais. Au final, le rendement il est moins cher. Dans la famille des fraudeurs, il y a ceux qui refusent de payer parce qu'ils estiment que les transports devraient être gratuits, ceux qui le font par souci d'économie, ceux enfin qui fraudent par calcul. En Ile-de-France, l'abonnement pour un pass Navigo coûte entre 67 et 113 euros par mois, alors qu'une amende pour fraude dans le métro varie de 30 à 60 euros si elle est payée sur le champ. Du coup, certains usagers préfèrent frauder et risquer d'avoir occasionnellement une amende plutôt que de payer un abonnement mensuel. Désormais, les spécialistes du saut par-dessus les portiques ou de la technique du passage à deux ne prennent même plus la peine d'être discrets. Les tricheurs s'affichent au grand jour et sans complexe. On fraude même parfois en famille, en utilisant les grands moyens. Mais depuis quelque temps, grâce aux réseaux sociaux et aux téléphones portables, c'est une nouvelle génération de fraudeurs qui est en train de naître parmi les voyageurs. Aujourd'hui, des petits malins n'hésitent plus à se rassembler en communauté pour frauder à grande échelle. Sébastien a 21 ans. Étudiant à Paris en informatique, il est à l'origine d'un système de fraude particulièrement efficace qui donne depuis bientôt 1 an du fil à retordre à la RATP. Un système, vous allez le voir, d'un genre un peu particulier. Je me suis dit, quand il y a des voitures de police qui contrôlent ou quoi, les gens font des appels de phare, ils se préviennent, il y a une certaine solidarité et ça n'existe pas pour les contrôleurs RATP. On ne dit pas, là il y a des contrôleurs, etc. Donc j'ai eu l'idée de créer un compte Twitter qui permet aux gens de dire où est-ce qu'ils ont croisé des contrôleurs. Un compte Twitter, c'est-à-dire un système d'échange d'informations sur Internet sur lequel il suffit de s'inscrire gratuitement. Et pour être sûr que ses abonnés ne se trompent pas quand ils cherchent à obtenir une information sur les agents embusqués dans le métro, il a intitulé son compte RATP Contrôleur. Attention, police ferroviaire et contrôleur à bibliothèque François Mitterrand, RERC. Contrôleur aux halles, près des RER A, B et D. Donc le principe c'est que les gens s'abonnent à mon compte, ils m'envoient une information comme quoi ils ont vu des contrôleurs à telle station, telle heure, et moi je la répète à toutes les personnes qui sont abonnées à moi, donc du coup ils peuvent avoir l'information en temps réel. Officiellement, Sébastien ne fraude pas, il possède même un pass Navigo. Mais en quelques semaines, le système qu'il a mis en place a fait un véritable tabac. Aujourd'hui, 10 000 abonnés sont déjà inscrits sur son compte Twitter. Voilà le genre de message que je reçois. Contrôleur à Sèvres, Babylone. Contrôleur à Val d'Europe, 16h37, RER A. Basilique de Saint-Denis, contrôleur et police. Ce sont les messages que les abonnés t'envoient. Voilà. Voilà pour la théorie. Reste maintenant à savoir si, sur le terrain, le système est efficace. Avec un complice de Sébastien, nous descendons dans les sous-sols du métro. Après 2 changements, nous tombons sur des contrôleurs à la station Châtelet. Notre accompagnateur nous explique la façon de procéder avec son téléphone. Alors ? Donc là on vient de voir les contrôleurs RATP, donc ce que je fais c'est que je vais envoyer un message donc, au compte RATP contrôleur, je vais l'envoyer via Twitter, c'est-à-dire que je vais lui signaler l'endroit, l'heure, et puis si je peux avoir plus de précision sur l'endroit
droit dans la station de métro où il se trouve, je le fais. Retour à la surface avec Sébastien, qui en instantané vient de recevoir le message de son abonné. Là, il y a cet utilisateur qui est abonné à mon compte, qui sait comment ça marche. Donc il m'a envoyé un message, contrôleur vu maintenant à Châtelet-Les-Halles, portillon qui mène vers la ligne 7 et 11, à 2h moins le quart. Et donc moi j'ai tweeté, contrôleur vu à Châtelet, tourniquet vers ligne 7 et 11 à 13h45. Vous l'avez renvoyé ce message à la communauté? Et je l'ai renvoyé aux 10 000 personnes qui sont abonnées à ce compte, à toute la communauté. Si moi, il y a 10 000 personnes qui le voient, ces 10 000 personnes, elles peuvent le retweeter, c'est-à-dire le répéter à toutes les personnes qui sont abonnées à elles. Donc des fois, sur un tweet, en cumulant toutes les personnes qui l'ont vu, je peux arriver à bien plus que 10 000 utilisateurs qui verront cette information. Alors, système de fraude organisé ou moyen destiné à pousser les usagers à ne pas tricher? J'ai pas le droit de dire que ça leur sert à frauder, mais par exemple j'ai des retours de gens qui me disent du coup j'ai acheté un ticket. Donc comme ça leur permet d'être dans la légalité quand ils savent qu'il y a des contrôleurs. Chaque jour, Sébastien passe une bonne partie de son temps à répercuter les informations envoyées à ses abonnés. Les messages sont tellement nombreux que certains jours, la gestion de son compte Twitter devient ingérable. Aujourd'hui, il y a à peu près 20 à 30 personnes qui m'envoient des messages chaque jour, donc c'est souvent des personnes différentes. Voilà, donc il y a 20 à 30 stations par jour qui sont concernées par la présence de contrôleurs. Depuis notre tournage, Baptiste a décidé de fermer son compte Twitter. Mais sur la toile et les réseaux sociaux, d'autres petits malins ont pris le relais. Compte Twitter, applications smartphone, malgré leur côté totalement illégal, les techniques via Internet comme celle de Baptiste sont désormais nombreuses pour échapper aux contrôleurs. Mais dans la fraude organisée, certains n'hésitent pas à aller beaucoup plus loin. Et vous allez le voir que des réseaux sociaux très discrets ont élaboré un système particulièrement efficace. Un système basé sur le principe des mutuelles. Des mutuelles clandestines chargées de rembourser les amendes des fraudeurs. Ces réseaux particulièrement confidentiels sont en plein développement. Leurs membres sont très méfiants et prennent un maximum de précautions pour éviter d'être identifiés par la police. Nous commençons notre enquête sur Internet en tapant des mots-clés sur un moteur de recherche. Un site apparaît, il revendique la promotion des transports gratuits. Mais très vite, en faisant tourner les pages, le ton est donné. Des conseils sont fournis sur la façon de rentabiliser un ticket de métro usagé. En approfondissant nos recherches, nous tombons sur une page vantant les mérites de la fraude. L'article évoque une mutuelle d'un genre un peu particulier. Son principe est simple, les adhérents cotisent et constituent une cagnotte qui servira à rembourser le prix des amendes dressées par les contrôleurs du métro. Mais aucune adresse électronique n'est fournie, seul apparaît le nom d'une librairie dans Paris. Cap sur cette boutique dans l'est de la capitale. Nous expliquons d'entrer au vendeur, installer la caisse, le but de notre visite. Bonjour, je suis à la recherche d'un renseignement, j'espère que vous pourrez m'aider. Oui. Je suis à la recherche, j'aimerais rentrer en contact avec les membres d'un collectif des fraudeurs du métro. Ah, ça vous dit quelque chose? La mutuelle. La mutuelle des fraudeurs, exact. Vous savez comment je peux les contacter? Vous pouvez me laisser, des fois ils vont prendre du courrier ici, vous pouvez me laisser vos coordonnées? Je peux vous laisser leur transmettre, voilà, il n'y a pas de problème. Apparemment, l'inscription à la mystérieuse mutuelle n'est pas si évidente que ça. Nous laissons une adresse mail. Il nous faudra attendre d'être contactés. Avant de partir, nous faisons l'emplette d'un petit fascicule au titre évocateur 0 €, 0 fraude. Nous voilà maintenant en possession du manuel du parfait fraudeur dans les transports en commun. Je vous dois combien? 3 €. Mais la mutuelle des fraudeurs parisiens ne prendra jamais contact avec nous. Heureusement, grâce au livre que nous avons acheté, nous tombons sur l'adresse d'une mutuelle des fraudeurs quelque part en province. Nous tentons notre chance en laissant un mot bref. Je suis étudiant, ras-le-bol de payer des amendes dans le métro. Cette fois, bonne pioche, nous obtenons une réponse presque aussitôt. On nous donne même rendez-vous. Pas de soucis, le mieux c'est que tu passes à la réunion, jeudi 7 novembre à 18h30. Après vérification, l'adresse là encore correspond à une librairie. Direction la province dans l'est de la France. Nous nous dirigeons vers le lieu de notre rendez-vous,
une minuscule librairie située en plein centre-ville. Bonjour. Notre journaliste fait passer pour l'étudiant qui leur a écrit et qui souhaite adhérer à la mutuelle. Je suis Nicolas, j'ai envoyé un mail concernant la mutuelle. Et on m'a répondu en disant que c'était ici que ça se passait. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Dans un premier temps, notre interlocuteur nous explique le fonctionnement de la mutuelle. On serait entre 70 et 100. D'accord. Ok. Parfois la caisse est pleine. Ouais. Parfois elle l'est moins. Donc la cotisation baisse. Ouais. Parfois elle l'est moins. Et là la cotisation augmente à 10 €. Apparemment, les caisses sont pleines en ce moment, car la cotisation n'est que de 5 € par mois. Comment je peux faire pour adhérer du coup? Comment ça se passe? Tu vas laisser tes sous, tes coordonnées. Pour l'instant j'ai pas de caisse. T'as pas d'amende? Non. Je te laisse ma cotise. J'ai 10. T'as de la... Pour la caisse, la mutuelle quoi. Nous voilà donc membres de la mutuelle des fraudeurs. Derrière nous, un adhérent vient d'entrer dans la boutique. Il vient justement pour se faire rembourser. Il voit le nom de... Excusez-moi, je prends le journal. Non, la mutuelle en fait, la mutuelle des fraudeurs. J'ai une contravention. Une contravention. Ouais. En fait, j'en ai même deux, je pense que les deux, vous allez pouvoir me les rembourser, ça fait 64. Ça va être un peu juste, j'imagine. T'es la deuxième contravention qui arrive et moi j'attends toujours ma caisse. Ah d'accord, bah, si je peux repasser la semaine prochaine. Samedi prochain ou... Ouais, la semaine prochaine, ouais. Pas de problème pour se faire rembourser donc, à condition de ne pas être trop pressé. Avant de partir, notre interlocuteur nous demande de laisser une adresse mail pour nous tenir au courant des réunions organisées par la mutuelle. Mais attention, il nous recommande un maximum de prudence. Tu vas te trouver un pseudo, une adresse mail un petit peu plus confidentielle. Ouais. Pourquoi? Question, pas dire enfin, franchement tu es. C'est la règle de pas... C'est la règle. Faut que ça reste quand même clandestin. Pourquoi? Ah ouais. Parce que un jour les flics débarquent, prennent la liste. N'importe qui prend la liste ici, puis il sait ah bah lui il fraude, on va le pourchasser, on va le suivre. Ouais. En France, la fraude organisée par les mutuelles clandestines est condamnée par la loi à des amendes variables en fonction notamment de la durée d'existence de l'organisation et de son nombre d'adhérents. Chaque année, la fraude, les agressions et le vandalisme coûtent plus de 2 milliards € à la SNCF et aux compagnies de transport public.